Reni Lamana est une femme de 35 ans, étudiante en médecine nucléaire, mais souffrant de gros troubles anxieux. En 1994, après une grosse dispute avec son conjoint, elle va sombrer dans un état dissociatif qui l'amènera tout droit à sa disparition. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse disparition de Reni Lamana, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une histoire qui n'est pas encore élucidée aujourd'hui, mais qui par contre reste très intéressante et extrêmement mystérieuse. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que pour le moment je suis au Canada. Ceci est une vidéo que j'ai préenregistrée. Donc voilà, si vous voulez suivre un petit peu mon voyage, je vous retrouve sur mon compte Instagram qui s'affiche en bas de l'écran comme d'habitude. Et mis à part ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans la vidéo. Reni Martin Lamana est née le 5 février 1958 de ses parents Frank et Anne Lamana. Et Reni vivait aux États-Unis dans un petit appartement dans la ville de New York, dans le quartier Fresh Meadows qui se situe dans le Queens. Au moment des faits, donc en 1994, Reni vivait donc dans cet appartement avec son petit ami qui s'appelle Robert Stabberry, avec qui elle était en couple depuis déjà 10 ans. Pour vous parler un petit peu plus de Reni, elle avait étudié dans la grande université de Scranton où elle avait obtenu un baccalauréat et une maîtrise. Après ça, elle avait intégré l'organisation Peace Corps qui est en fait un programme gouvernemental américain dont la mission est de favoriser la paix dans le monde. Avec eux, Reni était alors partie travailler au Maroc pendant quelques années. Grâce à ce voyage, en plus de l'anglais, elle parlait bien le français et l'arabe. Donc en 1994, Reni était âgée de 35 ans et elle était revenue vivre aux États-Unis. En fait, si elle habitait à New York, c'est parce qu'elle avait décidé de retourner à l'école pour étudier la technologie de la médecine nucléaire. Malheureusement, Reni vivait avec énormément d'anxiété. Elle avait reçu précédemment un diagnostic de troubles anxieux qui lui provoquait d'ailleurs des crises de panique qui la rendaient parfois agitée et même paranoïaque. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup plus d'informations sur sa vie. Par contre, je sais qu'elle avait une sœur qui s'appelle Margaret Lamana, qui était médecin dans la région de Philadelphie et qui vivait dans la ville de Ocean City, dans le New Jersey, à plus ou moins 2 heures de route de chez Reni. Les deux sœurs étaient alors assez proches et tentaient de se voir le plus souvent possible, même si elles travaillaient énormément. Bon, maintenant qu'on en sait un peu plus sur la vie de Reni, plongeons-nous dans la journée du 7 janvier 1994. Ce soir-là, Reni agissait assez étrangement et s'était disputée avec Robert, donc son petit ami. La dispute avait eu lieu alors qu'ils mangeaient tous les deux dans leur appartement. C'était très étrange parce que Reni semblait être en pleine crise de paranoïa et accusait Robert d'essayer de la tuer. D'ailleurs, Robert déclara par rapport à ce soir-là, elle était déprimée. Nous avons mangé de la soupe pour le dîner et elle a essayé de me dire que j'essayais de la tuer. C'était la première fois qu'elle disait une chose pareille. Par contre, la dispute s'était envenimée, les deux ont parlé de rompre et Reni a commencé à devenir violente. Le couple a même commencé à se battre, donc clairement les choses ont totalement dégénéré. Mais bon, après quelques minutes, Reni a semblé se calmer et finalement Robert de son côté a été se coucher. Il s'est alors endormi, tout ça avait été très éprouvant pour lui et lorsqu'il s'était réveillé, eh bien Reni n'était plus dans l'appartement. En fait, après la dispute, Reni avait décidé de quitter l'appartement alors qu'il faisait nuit et que la température dehors était glaciale. En fait, elle semblait très triste et très perturbée par la situation de son couple. En fait, j'ai l'impression que même si elle s'était calmée, même si elle n'était plus violente, elle restait toujours dans un état un peu bizarre, un peu paranoïaque et elle avait quand même parlé de rompre avec l'homme avec qui elle était depuis 10 ans. Ça l'avait vraiment beaucoup perturbée et c'est là qu'elle avait décidé de sortir
mais je pense qu'elle n'était pas elle-même à ce moment-là. D'ailleurs, à un moment donné, un passant va se retrouver face à Ronnie et lui-même va se dire qu'elle avait l'air en grande difficulté et il a décidé de s'occuper d'elle. Selon lui, elle semblait souffrir d'amnésie et elle ne se rappelait pas vraiment de qui elle était et de comment rentrer chez elle. Alors ce passant va prendre la sage et bonne décision d'appeler la police et Ronnie a finalement été emmenée au Queen's Hospital Center pour une évaluation psychiatrique. Une fois arrivée à l'hôpital, Ronnie avait semblé revenir à elle et était plus cohérente. Mais bon, malgré tout, les médecins semblaient inquiets et ils ont préféré la garder en observation pour le reste de la nuit. Mais bon, lorsqu'ils ont essayé de lui donner un médicament pour la calmer et la relaxer, eh bien Ronnie a refusé de le prendre. L'hôpital a alors décidé d'appeler Margaret, donc la sœur de Ronnie, pour lui demander de venir la chercher. Mais malheureusement, Margaret souffrait d'une pneumonie et donc elle était incapable de se déplacer. Alors au lieu de venir chercher sa sœur, je pense que Margaret gagnait très bien sa vie et elle a envoyé une limousine jusqu'à l'hôpital pour aller chercher sa sœur. Ronnie est alors monté dans la limousine qui l'a ramenée à l'appartement de Margaret à Ocean City dans le New Jersey pour que Ronnie ne soit pas seule. Lorsque Ronnie est arrivée chez sa sœur, eh bien Margaret a directement remarqué qu'elle paraissait un peu différente, comme si elle était un petit peu perdue. Elle va alors aider sa sœur à s'installer et les deux vont commencer à discuter. Margaret va alors essayer de remonter le moral de Ronnie et d'ailleurs les deux vont commander des pizzas. Et puis elles ont essayé de parler de choses très positives. Par exemple, les deux avaient comme projet de partir en vacances ensemble. Donc Margaret essayait de faire revenir plein de pensées positives dans la tête de sa sœur. Au bout d'un moment, les sœurs ont eu terminé de manger leur pizza et donc Margaret s'est levée et elle a été dans la cuisine pour faire la vaisselle. Et là, elle a quand même senti que Ronnie, en sachant qu'elle allait de nouveau être seule, même quelques instants, a comme de nouveau changé de comportement et a de nouveau semblé un petit peu perdue. Après ça, ça a été extrêmement vite, donc Margaret est arrivée dans la cuisine et là, elle a entendu Ronnie lui dire « Je m'en vais, je vais prendre l'air ». Margaret ne va pas vraiment avoir le temps de réagir et elle va simplement voir sa sœur se lever d'un coup et courir vers l'extérieur. Évidemment, en voyant ça, Margaret va laisser toute la vaisselle et elle va courir après sa sœur. Surtout que Ronnie n'avait même pas pris de veste avec elle et que dehors, il faisait toujours extrêmement froid. Ronnie était en fait seulement vêtue d'un peignoir, d'un pyjama en soie rouge, de chaussettes blanches et d'une paire de pantoufles d'hôpital. D'ailleurs, lorsque Ronnie était en train de courir pour s'enfuir de l'appartement de Margaret, eh bien, elle va laisser tomber l'une de ses pantoufles derrière elle. Donc là, elle n'avait plus qu'une pantoufle à son pied et à l'autre pied, elle n'avait qu'une chaussette. Mais bon, elle n'a pas spécialement eu l'air de s'en rendre compte, elle n'a pas fait demi-tour, elle a continué à courir le plus vite possible, comme si elle essayait de s'enfuir. Malheureusement, Margaret n'a jamais su la rattraper, surtout que je le reprécise, mais elle souffrait d'une pneumonie. Donc là, Margaret est retournée chez elle et elle va immédiatement appeler le 911. Il était à ce moment-là plus ou moins 20h30. Des adjoints du bureau du shérif du comté de Cape May vont alors se rendre chez Margaret, mais malheureusement, Ronnie était partie depuis longtemps et même en faisant une ronde du périmètre, eh bien, il était impossible de la retrouver. Donc là, rapidement, un chien pisteur va être amené au domicile de Margaret. Et donc, depuis le domicile, depuis l'appartement, ce chien pisteur va essayer de retrouver la trace de Ronnie et dans un premier temps, il va suivre le chemin qu'elle avait emprunté et montrer qu'elle s'était dirigée jusque sur la plage. Toujours selon le chien pisteur, après ça, Ronnie aurait marché un petit moment sur la plage, puis se serait dirigé vers Central Avenue où les enquêteurs vont retrouver son peignoir abandonné au sol. Après ça, le chien pisteur ne sera plus capable de retrouver la trace de Ronnie. Selon les adjoints du shérif, il était possible qu'elle soit montée dans une voiture et qu'elle ait été emmenée à l'extérieur de la région. Le soir même, les policiers de Ocean City vont alors être mis sur l'affaire et une grande recherche pour retrouver Ronnie va alors avoir lieu.
Pendant cette recherche, personne ne retrouvera Ronnie ou de nouveaux indices qui pourraient permettre de la localiser. Et surtout, les enquêteurs ne trouveront pas de preuves supplémentaires qui prouvaient clairement qu'elle avait été victime d'un acte criminel. Mais bon, au vu de son état mental, ils étaient tout de même extrêmement inquiets. Ronnie pouvait se mettre en danger très facilement, des gens mal intentionnés pourraient vouloir profiter d'elle, et puis le froid aussi était un réel danger pour elle, parce que sans son peignoir, il lui restait plus que son pyjama rouge, et puis elle avait qu'une seule pantoufle, donc elle marchait directement dans la neige, dans la glace, donc clairement rien qu'avec ça, elle était déjà en danger. Mais voilà, un peu plus tard dans la nuit, la police va recevoir un appel qui venait d'un bar. Ce bar se situait dans la ville de Somers Point, à environ 6 km de l'endroit où Ronnie avait été vue pour la dernière fois. En fait, la propriétaire du bar, qui s'appelle Dolores, avait appelé la police pour leur expliquer que dans son bar, une femme d'une trentaine d'années était arrivée et qu'elle avait un comportement très étrange. Elle dira que cette femme venait de sortir du bar, mais qu'elle était très inquiète pour elle, et donc c'est pour ça qu'elle avait appelé la police pour qu'ils la retrouvent et puissent voir si elle allait bien. Les enquêteurs vont alors poser un peu plus de questions à Dolores et elle va expliquer que vers 21 h, donc 30 minutes après que Ronnie ait disparu, eh bien cette femme de 30 ans était arrivée dans son bar et avait commandé un scotch. Mais voilà, cette femme paraissait assez agitée et il était clair que quelque chose n'allait pas. De plus, Dolores avait remarqué qu'elle ne portait pas de manteau, mais surtout qu'elle portait un pyjama rouge. Évidemment, déjà sur le moment, Dolores était inquiétée pour cette femme. Elle avait essayé d'entamer une discussion avec elle, mais la femme ne parlait pas, elle regardait droit devant elle, elle buvait son verre et tout simplement elle faisait comme s'il n'y avait personne autour, comme si on ne lui posait pas des questions. Elle paraissait comme dans son monde. Dolores dira aux enquêteurs: elle n'a pas dit un mot et est sortie. Je savais que quelque chose n'allait pas et j'ai appelé la police. La police va alors se rendre dans le bar en question et lorsqu'ils parleront à Dolores de la disparition de Ronnie et lorsqu'ils lui montreront sa photo, eh bien Dolores va immédiatement reconnaître qu'elle était bel et bien la femme dans son bar quelques minutes plus tôt. Elle va d'ailleurs jurer aux enquêteurs qu'elle en était sûre à 100%. Suite à ça, les enquêteurs ont alors arrêté de chercher Ronnie à Ocean City et ont alors ciblé leurs recherches dans la ville de Somers Point, donc dans les alentours du bar. Mais malheureusement, les enquêteurs ne vont retrouver encore une fois aucune trace de son passage. Personne ne dira l'avoir vue. C'était comme si elle s'était volatilisée une seconde fois juste après avoir quitté le bar de Dolores. Les enquêteurs vont alors se dire qu'il y avait une possibilité que Ronnie ait essayé de rentrer chez elle à New York. Mais bon, Margaret va préciser que Ronnie était partie sans argent avec elle. Elle n'avait même pas sa carte d'identité avec elle, donc elle n'avait strictement aucun moyen de rentrer chez elle. D'ailleurs, on ne savait même pas comment est-ce qu'elle avait fait pour se rendre de Ocean City jusqu'au bar où elle avait été vue pour la dernière fois. Les semaines vont alors passer et malgré l'enquête acharnée des policiers, ils ne trouveront aucun indice supplémentaire. Au bout de 3 semaines, sans que Ronnie ne donne un seul signe de vie, le chef de la police de Ocean City va déclarer: nous avons mené une perquisition porte à porte dans une grande partie de la ville et nous n'avons rien trouvé. Notre préoccupation est de savoir qui l'a emmené en dehors de Ocean City le soir de sa disparition. Il faut savoir que malgré les multiples appels à témoignages, personne ne s'était jamais manifesté pour avoir été en compagnie de Ronnie le soir de sa disparition. Or, il y avait forcément quelqu'un qui l'avait emmené à l'extérieur de la ville. Le fait que personne ne vienne témoigner laissa alors penser aux proches de Ronnie qu'il était possible qu'elle ait été victime d'un acte criminel. Mais bon, pour les enquêteurs, il n'y avait tout simplement pas assez de preuves et donc ils ont de leur côté simplement expliqué qu'il était possible que Ronnie soit partie dans le but de disparaître volontairement ou même dans le but de mettre fin à ses jours. En fait, c'est assez dingue parce que là, les enquêteurs commençaient à sous-entendre que peut-être Ronnie ne voulait pas être retrouvée. Or, au vu de son état mental, elle était dans tous les cas en danger et il fallait donc la retrouver le plus vite possible. Malheureusement, encore une fois, le temps va passer et au bout de quelques mois, il n'y avait toujours aucun signe de Ronnie. Son petit ami, Robert, a passé du temps à Ocean City pour essayer de la rechercher et a essayé
de médiatiser le plus possible sa disparition. En interview, Robert dira « Comment a-t-elle pu disparaître de cette zone? C'est un endroit très sûr. C'est une région riche où il n'y a aucun crime. » Par contre, Robert dira que malgré tout, selon lui, Ronnie semblait avoir été victime d'un acte criminel. C'était impossible selon ses proches que Ronnie se cache volontairement. Ce n'était pas une femme totalement indépendante et elle devait être soutenue au quotidien, notamment à cause de ses anxiétés. Selon Robert, si Ronnie n'était donc pas rentrée chez elle, eh bien c'est que forcément quelque chose de grave avait dû lui arriver. Margaret, donc la sœur de Ronnie, de son côté, pensait qu'il était possible que Ronnie ne revienne pas parce qu'elle souffrirait d'amnésie ou qu'elle serait comme bloquée dans un état dissociatif, ne sachant plus qui elle était. Ce genre de cas existe, on en a déjà traité plusieurs fois sur la chaîne, notamment assez récemment avec le cas de Edgar Latulippe, dont je vous mets le lien dans le petit i au-dessus de la vidéo. Donc voilà, c'était une possibilité. Mais effectivement, ce n'était pas rassurant pour autant. C'est finalement plus d'un an plus tard, au mois de mai 1995, que des nouveaux éléments vont arriver dans l'enquête. Un homme qui s'appelle Howard va en fait appeler la police et va expliquer qu'il était concessionnaire automobile dans la ville de Northfield, toujours dans le New Jersey, et qu'il venait de voir une femme qui ressemblait étrangement à Ronnie. Cette femme, selon Howard, paraissait un petit peu perdue, même déconnectée, et donc elle était arrivée chez ce concessionnaire automobile et avait essayé de lui vendre un sèche-cheveux et un miroir à maquillage. Clairement, c'était très étrange et cette femme ne semblait pas du tout aller bien. Howard témoignera alors aux enquêteurs et leur dira « Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'argent pour pouvoir rentrer à New York. Et puis, elle m'a demandé si je pouvais la raccompagner à New York. Elle était assez désorientée. » Mais voilà, sur le moment, Howard n'avait pas réagi et avait simplement laissé cette femme partir. Mais c'est des semaines plus tard, lorsqu'il était tombé sur l'affiche de disparition de Ronnie, que Howard l'avait reconnue comme la femme étrange qui était venue le voir. Il dira alors aux enquêteurs qu'il n'avait aucun doute, qu'il était certain que cette femme était Ronnie. Les enquêteurs ne vont par contre trouver aucun indice supplémentaire et dans tous les cas, si Ronnie avait bel et bien été là, c'était des semaines auparavant, donc c'était presque impossible de la retrouver. Mais quelques mois encore plus tard, eh bien la disparition de Ronnie va revivre un grand engouement médiatique parce qu'elle avait été présentée dans un épisode de la série Unsolved Mysteries. Après la diffusion de l'épisode, les enquêteurs avaient reçu 44 appels téléphoniques de personnes qui pensaient avoir des informations sur Ronnie. Mais bon, malheureusement, encore une fois, aucun témoignage n'aidera réellement les enquêteurs. Et puis, un mois plus tard, en décembre 1995, eh bien, les enquêteurs vont recevoir un nouvel appel téléphonique qui, cette fois, va un peu plus retenir leur attention. Il s'agissait du témoignage d'un travailleur des services publics qui disait qu'il pensait avoir reconnu Ronnie dans la station du métro Chambers Street à New York. Il avait en fait vu une femme qui semblait perdue et qui regardait fixement l'affiche de disparition de Ronnie qui avait été placardée dans le métro. Les enquêteurs vont alors poser pas mal de questions à ce témoin et au final, eh bien, les enquêteurs vont se dire que potentiellement, cet homme avait bel et bien vu Ronnie. Malheureusement, même si les enquêteurs fouilleront un bon nombre de stations de métro new-yorkaises, eh bien, ils ne retrouveront pas la trace de cette femme qui semblait être Ronnie. Finalement, comme l'enquête n'avançait plus, la famille de Ronnie a engagé un enquêteur privé et en août 1996, ils ont alors de nouveau organisé une campagne d'affichage de photos de Ronnie à Ocean City, mais aussi à New York, en demandant à toute personne disposant d'informations de les contacter. Malheureusement, ça n'a pas marché et l'enquêteur privé qui s'appelle Andy Sloan a d'ailleurs noté « Cette affaire est presque tout autant irrésolue que lorsque nous avons commencé. Je ne pense pas que ce soit bon signe. » Le chef de l'enquête officielle dira de son côté qu'il ne savait plus du tout quoi faire et qu'il avait l'impression d'avoir épuisé toutes les pistes potentielles. Selon les enquêteurs, tant que personne ne les contacterait pour leur dire ce qui était arrivé, eh bien, ils ne pourraient rien
rien faire. Selon eux, il restait clairement cette possibilité que Ronnie ait décidé de disparaître et ils savaient qu'elle était suffisamment intelligente pour arriver à ne pas être retrouvée. Mais bon, encore une fois, on tourne en rond, je le sais, mais ses proches diront que ça paraissait impossible. La maman de Ronnie, donc Anne, dira en janvier 1999 « Elle m'a toujours envoyé une rose le jour de la fête des mères. Nous n'étions pas éloignés, nous étions une famille très unie. C'est comme si elle avait disparu de la surface de la Terre. Mais quelqu'un doit savoir quelque chose. » Au final, les années vont encore passer et ses parents, Frank et Anne, vont passer le reste de leur vie à chercher où pouvait bien se trouver Ronnie. Malheureusement, ils ne sauront jamais ce qui est arrivé à leur fille parce que Anne décédera en 2003 et Frank, lui, en 2013. Malgré tout, 2 ans après la mort de Frank, en 2015, il va y avoir une nouvelle piste dans l'enquête. En fait, la police avait reçu plusieurs appels concernant une femme sans abri qui avait été aperçue en Virginie et en Caroline du Nord. Cette femme ressemblait étrangement à Ronnie et semblait avoir le même âge qu'elle. De plus, cette femme n'avait sur elle aucun papier d'identité et elle ne semblait même pas être sûre de son prénom. Chaque témoin l'avait pris en photo et l'avait ensuite envoyé à la police. Les photos ont d'ailleurs été montrées à Margaret, la sœur de Ronnie, et elle avait dit aux enquêteurs qu'elle était sûre qu'il s'agissait de sa sœur. Ce qui était encore plus troublant, c'est que cette femme sans abri avait expliqué à de nombreux témoins qu'elle cherchait à se rendre en Floride. Elle dira même « Je cherche ma famille depuis longtemps. Je ne comprends pas pourquoi ils ne peuvent pas me trouver. » Les enquêteurs ont alors mis un peu de temps à retrouver cette femme et c'est finalement en février 2016 que la police a enfin réussi à la retrouver. Elle se trouvait à ce moment-là en Floride, dans la ville de Kissimmee. Elle a alors été interrogée et malheureusement, les enquêteurs ont rapidement eu la confirmation qu'il ne s'agissait pas de Ronnie. Margaret a été extrêmement triste à ce moment-là parce que pendant 1 an, elle a eu cet espoir de retrouver sa sœur. Elle était sûre, elle se disait qu'au fond d'elle, c'était bon, qu'elle allait enfin retrouver Ronnie. Mais ce ne fut pas le cas. Elle dira d'ailleurs publiquement « Nous avons le cœur brisé et nous sommes absolument dévastés. Nous sommes de retour à la case départ. Mais il y a toujours de l'espoir. Nous allons continuer à chercher, on ne s'arrête pas. » Aujourd'hui, Margaret ne perd pas espoir qu'elle puisse un jour retrouver sa sœur. Il existe une page Facebook, je vous mettrai le lien en description comme d'habitude. Sur cette page Facebook, eh bien, ils essayent de faire circuler des photos de Ronnie pour que clairement personne n'oublie son visage et que peut-être un jour quelqu'un puisse la reconnaître quelque part. En tout cas, c'est comme ça que se termine cette triste histoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire eh bien, toutes vos théories, tout ce que vous avez pensé par rapport à cette affaire. Ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas non plus à mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne. Et sinon, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!